18 juin 1815, Waterloo. Napoléon quitte désemparé son dernier champ de bataille. Il n'a plus d'armée. Il sait déjà que cette ultime bataille le mène droit à la chute. Après les derniers préparatifs et les derniers adieux à sa mère et aux proches, le 29 juin à 17h30, c'est le départ pour Rochefort, où l'attendent 2 frégates pour une destination qu'il peut encore choisir. Les bateaux mis à sa disposition par Fouché sont bien là. Mais la marine anglaise empêche leur passage. Joseph Bonaparte rejoint Napoléon à Rochefort dans la nuit du 4 au 5 juillet. Il souhaite convaincre son jeune frère de l'accompagner aux États-Unis, où, pense-t-il, l'on vivra tranquillement, presque bourgeoisement, en se nourrissant du passé, en écrivant ses mémoires. Lorsqu'ils se retrouvent tous les deux à chercher un lieu d'exil, il y a donc 3 solutions. La première, c'est de reprendre les armes pour lancer une guerre civile en France. Napoléon le refuse. La seconde, c'est de se livrer aux Anglais, leurs adversaires les plus farouches, à la fois pour Joseph, mais également pour Napoléon. Et la troisième, c'est de partir pour les Amériques. 2 frégates françaises, la Salle et la Méduse, attendent Napoléon qui hésite. Il ne comprend pas et n'accepte pas sa défaite. Il est malade, d'une part, il est fatigué, il est déprimé, sur le point de craquer. Les gens ne le reconnaissent plus, ce n'est plus l'empereur, c'est vraiment un être vieilli, en plus il a grossi à l'île d'Elbe, et il est absolument épuisé. Joseph lui offre une mauvaise solution, si l'on peut dire, parce qu'il lui propose de partir en fuite incognito. Napoléon se refuse à partir clandestinement aux États-Unis. Pour lui, il est toujours empereur et il veut partir de France, mais comme un empereur, c'est-à-dire avec les honneurs. Il imagine déjà la légende, et sa légende, c'est d'être un martyr. Il va alors prendre une décision surprenante. Le 15 juillet 1815, peu après 6 heures du matin, il monte à bord du navire anglais, le HMS Bellérophon. Je viens me mettre sous la protection de votre prince et de vos lois. Le sort des armes m'amène chez mon plus cruel ennemi, mais je compte sur sa loyauté. La souricière s'est refermée. En principe, celui qui devait partir aux États-Unis sur le vaisseau que Joseph avait loué, c'était Napoléon. Mais Napoléon refuse de se prêter à une comédie, de se déguiser, etc. Et finalement, c'est Joseph qui va employer ce fameux bateau, le Commerce, qui va l'amener aux États-Unis. Il prend contact avec des francs-maçons dans la région de Rochefort, il négocie son départ, il prend contact avec le consul américain à Bordeaux. Donc il est sûr qu'il va être bien accueilli aux États-Unis, il est très malin, il mène très bien son jeu et il prépare très bien son exil. Par discrétion, il se présente sous un nom d'emprunt, M. Bouchard. Mais sur le bateau, tout le monde est persuadé qu'il s'agit du général Lazare Carnot. Quand Joseph est arrivé à New York, tout le monde pensait que c'était Carnot, le général Lazare Carnot, parce qu'il était venu dans l'anonymat. Joseph est reçu par le maire le 28 août 1815, qui lui demande « Vous n'êtes pas le simple monsieur Bouchard ?»« Non, lui répondit Joseph. « Vous êtes donc le général Carnot ?»«
ni le général Carnot, monsieur le maire. Mais alors, qui êtes-vous? Aux États-Unis, Joseph Bonaparte se fait appeler le comte de Survilliers. Et même ça, c'est une identité qu'il emprunte par la suite, parce qu'au départ, il est arrivé sous un nom beaucoup plus passe-partout. Il est le citoyen Bouchard. Évidemment, au départ, on se méfie énormément de lui, parce que les Bouchards, les Survilliers, etc., tout ça ne trompe personne. On croit d'abord avoir affaire à Napoléon, à certains moments. On croit ensuite avoir affaire à un de ses généraux, et puis assez rapidement, lorsqu'on voit que la domesticité de Joseph se prosterne quasiment devant lui et se laisse aller de temps en temps à l'appeler sire, on comprend très vite qu'on a affaire là à un membre de la famille Bonaparte, et on identifie Joseph assez vite. Un jour, alors que Joseph marchait le long des rues de New York, un soldat de la grande armée de Napoléon se jeta soudainement à ses pieds, répétant avec beaucoup d'enthousiasme « Votre Majesté, Votre Majesté !» Il était tout excité. Les gens se pressèrent autour d'eux et le secret de son identité fut révélé. C'était Joseph Bonaparte. Joseph Bonaparte est né à Corté, sur l'île de Corse, le 7 janvier 1768. Il était le premier enfant viable de Charles et Laetitia Bonaparte. L'aîné d'une famille qui compta bientôt 5 garçons et 3 filles. C'est une famille qui comprend l'aîné Joseph, un cadet Napoléon, c'est celui qu'on connaît le mieux. Puis ensuite viennent Lucien, Louis et Jérôme. Donc il y a 5 frères dans la famille Bonaparte, plus 3 sœurs, Élisa, Pauline et Caroline. L'un sera empereur, les autres rois, reines, princes ou princesses. Les voyantes les plus perspicaces n'auraient jamais pu le deviner. Dans leur enfance, Joseph et Napoléon ne se quittent que rarement. Déjà, leur différence de caractère s'affirme. Joseph est calme et réfléchi. Napoléon est toujours en mouvement, presque impulsif. Napoléon a dit un jour « Je n'aime personne, pas même mes propres frères. » Puis, il ajouta « Joseph, peut-être un peu. » Et c'est vrai, les 2 frères s'aimaient bien au-delà de leurs désaccords et de leurs disputes. Joseph reste proche de la famille. Il est aux côtés de son père lorsque celui-ci meurt à Montpellier le 24 février 1785. Le frère aîné, dans une famille corse, qui a tout de même la conception du clan, c'est en principe une position privilégiée. En cas de perte, de mort du père, ce qui va advenir, c'est l'aîné qui reprend le flambeau de chef de famille. Et Joseph ne va pas totalement remplir ce rôle, puisque finalement ce rôle est pris en main par Napoléon, mais il reste l'aîné, et dans les relations entre les 2 frères, entre Napoléon et Joseph, le fait que Joseph soit l'aîné a joué un rôle très important tout au long de leur existence commune. Certes, le rôle de Napoléon va être important parce que Napoléon est très actif, il fait beaucoup de choses, si vous voulez, mais le rôle politique central, c'est celui de Joseph. Et au départ, Napoléon travaille pour Joseph, et non l'inverse, comme on le dit lorsqu'on étudie seulement Napoléon. Et Joseph est le personnage politique majeur de la famille avant que Napoléon ne devienne premier consul. De tous côtés, l'on entend dire plan, 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 le bruit de l'air insolent contre la capitale, aux Bastilles fatales. De tous côtés, l'on entend. La Révolution va changer son destin et celui des Bonaparte. Le bruit de l'air insolent contre la capitale. Installée dans la région de Marseille, Laetitia Bonaparte et ses enfants vivent maintenant avec le traitement de Napoléon. C'est alors que se produit
une des meilleures affaires de la vie de Joseph, son mariage avec Julie Clary. Il est d'abord amoureux de Désirée, qu'on destinera plus tard à Napoléon, mais finalement la famille Clary lui dit « Écoutez, vous êtes l'aîné, nous, notre fille aînée n'est pas mariée, puisque vous voulez en marier une, pourquoi pas Julie ?» Et donc il épouse Julie Clary, et c'est ce qu'on pourrait appeler pour lui une bonne fortune. Après son succès au siège de Toulon, Napoléon est nommé général en chef d'une armée d'Italie qui bouscule tout sur son passage. Les victoires se succèdent. La gloire est au rendez-vous. Avec les Clary, Joseph, toujours homme d'affaires, obtient avec l'aide de son frère plusieurs contrats de fourniture aux armées. L'envol de Napoléon va l'aspirer vers les sommets. Toujours tenaillé par la politique, Joseph va être élu député au Conseil des 500, mais n'y siégera pas immédiatement car son frère veut le réorienter vers d'autres horizons. Compte tenu de son tempérament, ce sera la diplomatie. Joseph n'était pas un homme du pouvoir. Il a géré les pouvoirs, un pouvoir important parfois. Il était très cultivé, il était un homme du quotidien. C'est-à-dire que sa liberté était dans une vie qui était éloignée des contraintes qu'au contraire son frère aimait si farouchement. Il est nommé à Rome, où il doit faire face à une situation dramatique. Ambassadeur auprès du Saint-Siège, c'est le poste le plus important de la diplomatie française à cette époque. Et à Rome, il va assez mal s'entendre avec les autorités pontificales, il va se mettre plutôt du côté des révolutionnaires, et lors d'une émeute, son conseiller militaire, on va dire, le général Dufaux, est tué par les émeutiers, et Joseph, avec dignité, repliant sa cape, va quitter Rome, et ça va être la rupture des relations diplomatiques entre Rome et la France. La ville éternelle est rapidement occupée et le pape Pie VI est arrêté et emmené en captivité à Valence. Joseph rentre alors à Paris en héros, occupe son siège aux 500 et devient rapidement le Bonaparte à la mode. Il fréquente la meilleure société culturelle et politique. On lit de la poésie, on parle en latin, on montre des collections de manuscrits qui sont constitués. Il aime beaucoup l'art. Dans l'ombre, il se mêle aussi au complot visant à changer la Constitution pour, dit-on, rénover la République. Lorsque son frère rentre d'Égypte, il fait naturellement partie de l'équipe qui organise et réussit le coup d'État du 18 Brumaire. Même si Joseph a été un des grands complices du coup d'État, Napoléon ne l'emploie pas immédiatement dans les plus hautes fonctions. Il craint son état d'esprit libéral et une sorte de nonchalance. Napoléon est un homme d'un autre temps, d'un autre monde, y compris pour l'entourage direct qu'il aura à ce moment-là. Il domine tout le monde parce qu'il fait tout, parce qu'il sait tout faire, parce qu'il veut tout faire, comme disait Roederer. Joseph, c'est pas ça du tout. Joseph, il veut une place, il a de l'ambition, hein, il n'est pas du tout sans ambition. Simplement, il veut pas s'occuper de tout. Hein, il veut s'occuper bien de ce qu'on lui a donné à faire. Et quand on dit s'occuper bien de ce qu'on lui donne à faire, ça veut dire garder du temps libre pour ce qu'il aime, la chasse, les plaisirs, la lecture, l'écriture éventuellement. Au début du consulat, Joseph achète plusieurs biens immobiliers, un hôtel particulier dans Paris et surtout le domaine de Mortefontaine à 35 km au nord de la capitale. Il va en faire une des plus belles demeures de l'époque et y organisera pendant des années des fêtes et réceptions, à mi-chemin entre les plaisirs bourgeois et la politique.
tout ce que la République compte de personnages importants y sera convié. Sa passion pour l'art va s'y révéler. Mais Napoléon, qui le surveille, tire son frère de ses plaisirs et continue à l'employer dans la diplomatie. Le citoyen Joseph, comme on l'appelle alors, contribuera à la négociation et à la signature de 4 grands traités, dont celui concernant la fin de la quasi-guerre avec les États-Unis en 1800, et dont les Américains se rappelleront lorsque Joseph viendra se réfugier parmi eux. Dans les premières années du consulat, Joseph sera le préposé aux grandes négociations diplomatiques de l'époque, le traité de Lunéville avec l'Autriche, le traité d'Amiens avec l'Angleterre, et aussi la signature du Concordat entre la France et le Saint-Siège. Grâce à la paix générale et aux grandes réformes qu'il a mises en place, grâce aussi à une politique de pardon à l'égard des ennemis de la République, Napoléon marche irrésistiblement à l'Empire. Joseph le soutient. Mais une querelle éclate entre les deux hommes concernant les règles de succession au trône. Qui va régner en cas de disparition de Napoléon, qui n'a toujours pas d'héritier? Joseph se présente au sacre de très mauvaise humeur. Ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois, qu'il lutte avec son frère pour les problèmes d'hérédité, les problèmes de succession. La Constitution fait que si Napoléon n'a pas d'enfant, c'est Joseph qui doit lui succéder. Mais tout le monde a bien compris que Napoléon ne cherche qu'une chose, c'est en avoir des enfants. Et d'abord, il envisage d'adopter le petit Napoléon Charles, qui est le fils d'Hortense et de Louis, donc d'une Beauharnais et d'un Bonaparte. Et il y a des discussions très vives entre les deux frères juste avant le sacre. Napoléon, qui a le dernier mot, impose une solution dynastique comprenant la possibilité d'adopter. Après avoir bien hésité, et la mort dans l'âme, Joseph doit accepter la place qui lui est faite dans le nouveau régime. Il est nommé prince français et grand électeur de l'Empire, une fonction essentiellement de cour. À Notre-Dame de Paris, le 2 décembre 1804, en présence du pape Pie VII, Napoléon est sacré empereur des Français. Après s'être couronné lui-même, il couronne Joséphine. Pendant la cérémonie, Napoléon se tourne vers son frère et lui murmure « Ah, Joseph, si notre père nous voyait !» Mais Joseph reste dans ses pensées de prétendant à la succession. Napoléon a déclaré à son frère que s'il voulait un jour lui succéder, il devait aussi être militaire. Joseph est rapidement promu général. Après un apprentissage accéléré au camp de Boulogne, il part en campagne, en Italie, contre les armées du roi de Naples qui s'est allié aux ennemis de la France. Facilement vainqueur, l'armée de Joseph s'empare du royaume et en chasse le roi Ferdinand IV. Le trône est vacant, Napoléon le lui donne. Joseph est l'un des premiers vers lequel Napoléon se tourne lorsqu'il veut nommer des rois dans les pays voisins de la France, puisqu'il lui propose, dès 1805, la couronne d'Italie. C'est un homme patient, c'est un homme de conviction également, Joseph, mais qui sait qu'il faut obéir au doigt et à l'œil à Napoléon. Il ne va pas forcément être le personnage difficile comme l'est un Lucien ou un Murat, par exemple. Joseph se fond tout à fait dans les ordres que lui transmet Napoléon, et il va le faire à Naples. Le 30 mars 1806, Joseph Bonaparte devient roi de Naples. Il le restera pendant 2 ans. Joseph, il est très bien accueilli parce que c'est la liberté qui arrive. L'intelligence, la tranquillité, le calme, si vous voulez un peu l'allure imposante que Joseph a de sa propre personnalité, attache les Napolitains à ce nouveau roi tout de suite. De cette époque,
Joseph en parlait avec chaleur. À Naples, il se sentait chez lui. Il parlait la langue, comprenait ce peuple chaleureux et savait lui parler. Il disait qu'il aurait même pu le rendre heureux. Le séjour à Naples est exceptionnel dans la vie de Joseph. Il est presque comme Napoléon pendant ce séjour. Il devient travailleur, il devient sévère avec ses ennemis. Il joue aussi tout à fait bien son rôle de roi auprès de la population de la ville de Naples. Et puis surtout, il va réformer le pays, il va lancer les réformes dans le pays, que Murat va bien sûr prolonger par la suite. D'ailleurs, Murat dira que c'est lui seul qui a réformé le royaume de Naples. Mais lorsqu'on regarde les choses, toutes les réformes avaient été décidées par Joseph avant son départ pour l'Espagne. En mai 1808, Napoléon obtient l'abdication des souverains espagnols. À nouveau, un trône se libère. Il désigne Joseph pour l'occuper et le déplace comme on déplace un préfet. Le règne de Joseph va durer jusqu'en 1813. Mais ce ne sera jamais un règne tranquille. Comme en Italie, il décide de réformer le pays. Joseph, finalement, il se contente surtout d'avoir des mesures politiques, mais elles sont majeures. On a beaucoup décrié même l'action de Joseph dans cette guerre d'Espagne. Il ne faut pas oublier que c'est un personnage qui est très à même de penser les mesures fortes, et la plus évidente, la plus symbolique de ces mesures que Joseph va indiquer et va appuyer en Espagne, c'est la fin de l'Inquisition. Peut-être que Napoléon est persuadé que l'insurrection espagnole qui est en train de se déclencher va être facilement maîtrisable comme on a maîtrisé celle à Naples. Et Joseph, à cet égard, peut faire figure d'homme de la situation. Ce qu'il ignore, c'est que la rébellion est bien plus importante, en réalité, qu'elle ne concerne pas seulement quelques curés et quelques moines, mais bien une population entière. L'Espagne se soulève contre celui qu'on appelle le roi intrus. On l'accuse de tous les maux, et notamment celui d'être alcoolique, ce qui lui vaut le surnom de Pepe Botella, Jojo la bouteille. Jamais vraiment roi, Joseph se montre un piètre militaire. Napoléon va énormément reprocher à Joseph son manque d'ambition militaire, sa difficulté à se faire comprendre, notamment du maréchal Jourdan, qui est son homme de confiance en Espagne. Il ne parvient pas à vaincre, malgré des forces supérieures en nombre, l'armée britannique. Il est vrai aussi que les chamailleries des maréchaux français ne l'aident guère. Le règne espagnol de Joseph, il est assez marquant dans l'histoire espagnole, puisqu'il y a une tentative de libéralisation, beaucoup de choses comme il les avait faites à Naples. Il essaye de se faire aimer de son peuple. Le problème, c'est qu'il ne va jamais être aimé de son peuple. Il va être aimé un peu à Madrid, et encore, il ne faut pas exagérer. Mais le reste du pays va être entre les mains des maréchaux de Napoléon, qui, eux, ne pensent qu'à une chose, c'est à se chamailler, à faire la guerre. Bon, ils sont là pour ça. Et puis, surtout, ils ne pensent qu'à la suite, à prendre un peu plus de pouvoir, etc. C'est symptomatique avec le maréchal Soult, qui ne rêve que d'une chose, c'est de devenir roi du Portugal. Peut-être même a-t-il rêvé de devenir roi d'Espagne. Alors que partout craque l'empire de Napoléon, il est lourdement vaincu à la bataille de Vittoria par un général anglais dont l'histoire retiendra le nom, Arthur Wellesley, futur duc de Wellington. La période espagnole de Joseph se termine mal. Elle se termine d'abord par l'évacuation de l'Espagne, et puis la cerise sur le gâteau, si je puis dire, c'est la défaite de Vittoria, où Joseph a prétendu commander son armée, mais il l'a en même temps encombré de ses fourgons, parce qu'il est parti de Madrid avec, on va dire, tout ce qu'il possédait, c'est-à-dire tout ce qu'il avait pris dans le domaine royal. Et évidemment, comme une vilaine action est toujours punie, Joseph pourra s'enfuir, mais ses fourgons seront pris par l'ennemi. Mais c'est une défaite militaire incroyable, Vittoria, qui livre totalement la frontière française à l'armée anglo-espagnole.
Après la désastreuse campagne de Russie, puis les défaites en Allemagne, la France est envahie par les coalisés en janvier 1814. Respectant les ordres de Napoléon, Joseph abandonne Paris. La prise de la capitale accélère la chute de son frère, qui abdique à Fontainebleau le 11 avril. Tandis que Napoléon s'en va régner sur l'île d'Elbe, Joseph doit quitter la France. Il s'installe en Suisse, au château de Prangin, près du lac Léman. Joseph a subi le sort de la famille des Bonaparte après la première abdication de Napoléon. Il a quitté le territoire français, il n'est pas allé très loin, il s'est installé en Suisse, où il a d'abord quelque peu hésité, puis acheté finalement le château de Prangin dans le pays de Vaud sur le lac Léman. Et c'est là qu'il s'installe, il va y passer plusieurs mois, surveillé par la police, à la fois la police suisse, la police autrichienne qui n'est pas loin, la police française qui s'inquiète de la proximité de ce Bonaparte. Lorsqu'il apprend que l'empereur est de retour à Paris, il s'y précipite et se met à son service. C'est en particulier à Joseph que Napoléon confie le soin, dès le mois d'avril 1815, de relire la nouvelle constitution qu'il a fait rédiger par Benjamin Constant, le fameux acte additionnel aux constitutions de l'Empire. Et puis ensuite, Joseph reprend place au sein de la Chambre des Pairs, à la tête de laquelle, d'ailleurs, il jouera un rôle important. Mais Waterloo met fin à cette restauration impériale. À la fin de la bataille de Waterloo, Napoléon quitte le champ de bataille dans des conditions un peu acrobatiques, puisqu'il est obligé de fuir en réalité. Et donc il va voyager 2 jours, quasiment dans des conditions très inconfortables pour lui. Et il arrive à Paris le 21 juin 1815. Il est totalement épuisé. Et puis surtout, il est abasourdi par ce qui lui est arrivé. Napoléon va se demander longtemps pourquoi et comment il a fait pour ne pas gagner la bataille de Waterloo. Napoléon est exilé à Sainte-Hélène. Les Bonaparte doivent quitter la France. La plupart vont donc partir en Italie, parce que c'est un lieu d'exil naturel pour des Corses. Ce sera le cas notamment de Lucien, qui va trouver refuge à Rome et qui va être fait prince de Canino par le pape. Ce sera le cas également pour Madame Mère, Mama Laetitia, qui s'installe également à ses côtés, ou Pauline. Mais pour les autres, il faut trouver un autre lieu. Eugène se retrouve en Allemagne. Hortense, avec ses fils, va s'installer à Ronnenberg en Suisse. Mais pour Joseph, c'est la seule possibilité. Ce sont les États-Unis. Un Bonaparte, mais pas celui qu'on attend, cingle vers le Nouveau Monde. Tout en le surveillant étroitement, le gouvernement américain le laisse libre de ses mouvements et l'autorise à choisir le lieu de résidence de son choix. Après de nombreuses hésitations, il s'installe finalement à Bordentown, dans le New Jersey, où il achète une grande propriété appelée Point Breeze, à une quarantaine de kilomètres de Philadelphie. Joseph Bonaparte acheta tout le terrain que vous voyez derrière moi, qui finit par atteindre près de 730 hectares. La maison dans laquelle il a emménagé en arrivant à Bordentown ne lui convenait pas. Alors il a construit un magnifique manoir. Il y rencontre de nombreux intellectuels et hommes politiques de leur temps, mais aussi 2 personnages importants qui l'aident à s'installer. Stephen Girard, un Français, banquier et armateur, l'homme le plus riche des États-Unis. Et Nicholas Biddle, banquier et juriste, avec qui il sera très proche.
Nicholas Biddle, c'est un des plus grands financiers américains du 19e siècle. Donc c'est un homme de Philadelphie. Rappelons que Philadelphie a été longtemps la capitale des États-Unis. Washington ne l'est que depuis 1801. Donc c'est un homme, on va dire, du centre des élites de cette nouvelle République américaine. Et c'est un juriste au départ, mais qui se lance dans la finance. Et il s'y lance tellement bien qu'on va lui confier la création de ce qu'on appelle la deuxième banque des États-Unis, c'est-à-dire une banque qui va avoir une charte qui va lui permettre de gérer les fonds de l'État fédéral. Biddle nous a laissé un écrit de ses premières rencontres avec Joseph. J'ai fréquenté Point Breeze avec l'étonnement d'un Américain de mon temps. Mon métier de juriste et de banquier d'un pays en formation ne m'avait pas habitué à tant de luxe, à tant de meubles de prix, à pareille bibliothèque de près de 10 000 volumes, au milieu desquels cet homme extraordinaire recevait simplement, presque amicalement. Il était français et parlait mal notre langue. Ici, on l'appelait le comte de Survilliers. Mais nous savions tous que ce titre de comte qui nous impressionnait déjà n'était rien à côté de ceux qui l'avaient porté. Pour nous, il était The Good Mr. Bonaparte. Il était surnommé The Good Mr. Bonaparte parce que c'était un homme bon. Napoléon l'avait couronné roi de Naples. C'était un souverain bienveillant et un homme bon. Il reçoit régulièrement des bonapartistes exilés qui viennent lui proposer des plans pour libérer son frère et le rapatrier aux États-Unis. Il y a d'autres bonapartistes qui vont acheter des terres également aux États-Unis à ce moment-là. Par exemple, Caulaincourt va en acheter. Il va y avoir beaucoup d'anciens soldats de Napoléon, d'anciens généraux qui vont s'établir aux États-Unis. Ils vont même finir par créer cette fameuse colonie bonapartiste qui s'appelle Champ d'Asile, où ils pensaient faire évader Napoléon pour aller reconstruire un empire là-bas. Donc c'est quand même une histoire très curieuse que cette conquête finalement bonapartiste par des achats de terres aux États-Unis. En 1820, Joseph est même sollicité par les généraux Lallemand et Rigaud qui veulent, avec l'aide du pirate Jean Lafitte, rallier les insurgés mexicains et proclamer Joseph roi du Mexique. Rien que ça. À ces aventures chimériques, Joseph préfère la tranquillité et la sécurité que lui procurent les Américains. Joseph vit tranquillement sa vie de gentleman farmer américain. Il reçoit un certain nombre de membres de sa famille, les fils de Murat, ses propres enfants d'ailleurs. Charlotte et Zénaïde viendront aux États-Unis, mais pas sa femme. Sa femme, Julie, refusera toujours parce qu'elle a une santé difficile et il faut s'imaginer que la traversée de l'Atlantique à cette époque est très compliquée. Il y a des risques majeurs et pour une santé chancelante comme celle de Julie, c'est un risque trop important. New York, lettre de Joseph à son épouse. Ma chère amie, le bâtiment qui devait porter cette lettre n'étant pas encore parti, je profite de ce retard pour t'écrire encore 2 mots. Je suis enchanté de ce pays. Plus on y vit, plus l'on s'aperçoit qu'on est mieux ici que partout ailleurs. Alors évidemment, il n'a pas rapatrié sa fortune au début du séjour, mais bon, il n'est quand même pas non plus sans rien. Et puis au fur et à mesure, le rejoignent tout un tas d'exilés, sa propre maison, qui ramène qui des meubles, qui des tableaux, qui de l'argent. Son homme de confiance, Maillard, va retourner en Europe pour déterrer le trésor qui avait été enterré à Prangin, on se croirait dans une aventure de Tintin, et va rapporter à Joseph de quoi vivre fastueusement et un peu éblouir la société de Philadelphie et des environs.
Joseph, après avoir suscité un peu de méfiance, est très bien accueilli. Il est membre déjà de la Société des Amis de Benjamin Franklin. On le voit dans les grands hôtels de New York, de Philadelphie. Et puis, il voyage, il a une voiture. Il rend visite à quantité de personnes, ses voisins. Donc il arrive bientôt à se créer une image de personne charmante, un ancien roi qui plus est, qui a abandonné toute prétention à revenir un jour sur le devant de la scène, un philosophe, comme il se présente. Point Breeze était considéré comme un centre artistique attirant de très nombreux artistes qui venaient admirer les œuvres d'art et les toiles de grands maîtres que l'ex-roi d'Espagne avait accumulées par la grâce de son frère. La collection de Joseph Bonaparte, c'est la plus grande collection d'œuvres d'art aux États-Unis tout au long de la première moitié du XIXe siècle. Ce n'est pas rien. Cela a marqué les artistes, évidemment, puisqu'il a été très généreux, il les a accueillis à bras ouverts. Et ça a surtout marqué l'histoire du goût américain. C'est essentiel, c'est la clé pour comprendre le début de l'histoire des collections américaines. C'est le modèle de Joseph Bonaparte. Il a une collection d'art extraordinaire pour les États-Unis. Donc il se comporte en grand homme. Les Américains viennent vers lui. Il a toujours été un libéral. Donc ça marche très très bien avec la société où il se trouve à Bordentown. Il n'approuvait pas l'empire de Napoléon, pensant que son frère avait trahi les idéaux de la Révolution française. Joseph était un vrai républicain, dans le sens littéral du terme. Cette même année 1820, Joseph assiste à la destruction du rez-de-chaussée de sa maison par un incendie. Ce fut une grande tragédie. Par chance, l'incendie ne fut pas rapide. Joseph Bonaparte n'était pas présent, mais les voisins se mobilisèrent tous pour sauver les peintures, les tapis, les meubles, tout ce qui avait de l'importance. Aidé par le maître maçon Théodore Mauroy, qu'il avait employé à Mortefontaine, Joseph entreprend alors de reconstruire le nouveau Point Breeze. Joseph décida de reconstruire la maison sans attendre, mais pas ici, car le terrain se trouve en hauteur, au-dessus de la rivière, et qu'il y a beaucoup de vent. Il est probable que le vent ait nourri l'incendie, faisant empirer les choses. Il construisit donc une nouvelle maison bien plus bas dans cette direction. En août 1821, arrive la nouvelle de la mort de Napoléon. Joseph en est très affecté. Joseph apprend la mort de Napoléon au milieu du mois d'août 1821, à un moment où lui-même est un peu malade. Il souffre apparemment de colique néphrétique, enfin il est très très faible, et la mort de Napoléon l'achève, si je puis dire, en quelque sorte. Il fait une assez profonde dépression qui va durer jusqu'au début de l'automne, et finalement lui dira... La mort de mon frère, ça a surtout libéré un martyr, en quelque sorte. C'est ce qu'il finira par dire de la mort de son frère, mais très certainement, il l'a fortement ressenti. En 1821, lorsque Napoléon meurt à Sainte-Hélène, il ne reste plus finalement qu'une seule autorité suprême chez les Bonaparte, c'est Joseph. Et lorsque Joseph reçoit un certain nombre de visiteurs, de voyageurs européens, eh bien chacun se contente tout simplement des remarques, des réflexions politiques. Et Napoléon, qui a toujours dit que Joseph était une sorte d'incapable qui ne faisait qu'appliquer ses ordres, a oublié que Joseph était un personnage politique majeur, qu'il avait des idées très progressistes. Et lorsque les voyageurs viennent voir Joseph, eh bien, ils apprécient bien sûr
la nourriture, le cadre très agréable de Point Breeze, mais ils apprécient surtout ses idées. Et lorsque Napoléon avait dit que les États-Unis et la Russie seraient les deux grandes puissances majeures du 19e et peut-être même du 20e siècle, eh bien Joseph a même allé plus loin. Lui, il a considéré les États-Unis comme le lieu où l'autorité et l'équilibre même des puissances politiques étaient la mieux à même de dominer le monde, et c'est ce qu'elle fera à partir de 1914. Il n'est toujours pas tenté par un retour en politique et reçoit dans sa demeure régulièrement. Une peinture ne fut pourtant jamais montrée aux visiteurs de Point Breeze. Le portrait de la maîtresse de Joseph, Anne Savage, et de leurs deux filles, Caroline Charlotte et Pauline Joseph Anne. Il y eut d'autres amours et peut-être même d'autres enfants. À Point Breeze, chaque soirée était l'occasion de mélanger les hommes d'affaires d'Amérique avec les généraux, les dignitaires et les amis européens. Que de promenades, que de parties de chasse, que de soirées, que de dîners passionnants. Lors de son voyage triomphal aux États-Unis, le héros des deux mondes, le marquis de Lafayette, se rend à Point Breeze. General Lafayette En 1825, le général Lafayette réalisait sa tournée triomphale aux États-Unis et visita toute la côte Est, et même une partie de la côte Ouest. Il rendit visite à Joseph Bonaparte en remontant le fleuve Delaware. La première partie du trajet sur un navire à vapeur. Mais, sur le reste du trajet, il était à bord d'une magnifique barge décorée que Stephen Girard, un grand banquier, probablement l'homme le plus riche des États-Unis, lui avait prêté pour célébrer son arrivée à Point Breeze. Il y eut une très belle fête, une fête très élégante, avec un bal et tout ce qui s'ensuit. Selon Joseph, Lafayette dit « Je peux vous remettre sur le trône de la France, moyennant 2 millions de francs. » C'est une somme plutôt importante. Joseph nous dit qu'il dit non. L'idée quand même reste là. Joseph n'est jamais totalement homme privé. Il participe à une politique. Les bonapartistes, les amis de Napoléon, tout ce qui reste en France de l'Empire, quand même, ils attendent, ils guettent, ils voient. N'oublions pas que le roi de Rome vit encore à Vienne. Lorsqu'on voit la situation de la France entre 1815 et 1824, donc sous le règne de Louis XVIII, il faut s'imaginer que cette France a finalement beaucoup régressé. Elle a régressé à la fois dans ses institutions, dans les activités, et puis surtout, c'est d'une certaine manière une sorte de retour à l'ancien régime d'avant Louis XVI. Donc les Français, et en premier lieu ceux qui sont en exil, mais également certains militaires, comme le marquis de Lafayette, ne se reconnaissent pas dans cette situation française. Et donc ils vont retrouver dans les Bonaparte, et notamment dans Joseph, un personnage qui peut peut-être reprendre le flambeau et installer un autre pouvoir peut-être plus constitutionnel. En Europe, la légende napoléonienne prend une vigueur inattendue. Dans la France pacifiée, prospère et ennuyeuse de la Restauration, l'épopée napoléonienne et les récits des demi-soldes font rêver la jeunesse romantique. On commence à reparler d'empire, mais d'un empire libéral. On ne suicidera pas la République! 1830, c'est la Révolution de Juillet. On crie « Vive Napoléon II » sur les barricades. Napoléon II. Joseph ne l'a pas oublié. Joseph, première chose qu'il fait, il achète un journal, le Courrier des États-Unis, c'est un journal francophone aux États-Unis, pour promouvoir
sa partie, cette politique de remettre le roi de Rome sur le trône de la France. Joseph prend la plume pour revendiquer le trône pour son neveu. Sa lettre met des semaines à arriver à Paris. De toute façon, c'est inutile, le duc d'Orléans a été proclamé roi des Français. Napoléon II ne régnera pas. Deux années plus tard, Joseph juge que le moment est propice et décide de rentrer en Europe. Il convoque les Bonaparte à Londres dans une grande réunion de famille. Au moment où celle-ci va se dérouler, une terrible nouvelle arrive. Joseph apprend la mort de l'Aiglon au moment où il débarque en Europe, en 1832, justement pour venir en aide à son neveu. Il a senti que la Révolution en France avait rebattu les cartes, il a cru comprendre que la population attendait une restauration impériale, et puis en même temps, il reçoit des nouvelles de Vienne lui disant que son neveu est malade. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ni une ni deux, si je puis dire. Il s'embarque pour l'Europe pour, en quelque sorte, participer à la restauration de son neveu. Et il débarque 12 jours après sa mort, et il l'apprend, et donc il est à la fois catastrophé, évidemment, parce que sur le plan politique, il était vraiment décidé à se mettre à la disposition de son neveu, et puis en même temps, il devient, par la force des choses et par les constitutions de l'Empire, il devient l'héritier, le prétendant. Il reste donc Joseph, il reste Lucien, mais il reste un troisième personnage, un jeune fils de Louis et d'Hortense, un certain Louis-Napoléon. Louis-Napoléon Bonaparte, futur Napoléon III. Ils se rencontrent très longuement au moment où Joseph séjourne à Londres. Les autres frères de Napoléon vont venir spécialement ou passer pour dire bonjour. Les sœurs vont être là, les enfants de Murat. Ce qui fait qu'on a appelé cette période la réunion de famille, qui fait que les Bonaparte vont se parler. Et il semble sortir de ces conversations une espèce d'incompréhension entre Joseph et Louis-Napoléon. C'est-à-dire que Louis-Napoléon n'est pas du tout irrespectueux à l'égard de son oncle, mais il est très impatient par rapport à sa politique. Joseph n'est pas prêt à tenter des aventures pour monter sur le trône impérial. Il n'en a plus la volonté. Il laisse la voie libre à son neveu et retourne aux États-Unis, où il aime toujours autant faire visiter sa magnifique demeure. C'était un gentleman farmer, bien sûr. Il cultivait une partie de la propriété. Comme le disait Napoléon, quand Joseph est parti pour l'Amérique, il savait qu'il n'allait pas lever une armée ou quoi que ce soit de la sorte, mais cultiver des terres. Et c'est exactement ce qu'il a fait. En mars 1839, la fille de Joseph, Charlotte, décède en donnant naissance à un enfant mort-né. Très affecté, il décide de mettre fin définitivement à son exil américain et de retourner en Europe. Après avoir bien voyagé autour du monde, entre deux continents, il décide de se rapprocher de son épouse, Julie, qui était restée en Europe tout ce temps-là et qui s'était fixée à Florence. Il est un homme très riche, par la fortune qu'il a amassée tout au long de sa vie, mais aussi par ses héritages. Celui de sa mère, morte en 1836 à Rome, et celui de son oncle, le cardinal Fesch, décédé dans la même ville en mai 1839. Moi, je trouve que ce qui est fascinant chez les Bonaparte, c'est comment ont-ils fait, et je ne connais toujours pas la réponse, comment ont-ils fait pour ne pas devenir fous? Comment ont-ils fait pour ne pas perdre la tête lorsqu'en quelques mois, en quelques semaines, ils ont été propulsés sur le devant de la scène européenne? Comment ont-ils fait lorsqu'ils ont eu des fortunes colossales à disposition pour ne pas avoir, quelque part, la folie des grandeurs? En 1840, âgé de 71 ans, il est victime d'une attaque d'apoplexie qui le rend à moitié infirme. Sa femme Julie, en dépit de son adultère, continue à s'occuper de celui qu'elle appelle toujours son mari bien-aimé.
Et finalement, tout cela se fait avec un grand naturel. Ça veut tout dire. Ils ont été séparés, un océan, enfin, je veux dire, c'est un contexte politique, un contexte social immense, et ils se retrouvent comme si c'était quitté la veille. Il meurt dans ses bras, à Florence, le 28 juillet 1844. Elle le rejoindra 8 mois plus tard. Leurs deux corps sont inhumés côte à côte dans une chapelle de la basilique de Santa Croce. Finalement, sur décision de Louis-Napoléon, devenu empereur des Français, sous le nom de Napoléon III, la dépouille de Joseph sera transférée à Paris. Le 14 juin 1862, il entre aux Invalides. The Good Mr. Bonaparte y repose depuis à la droite de Napoléon. Je suis du nombre de ceux qui pensent que le frère d'un grand homme ne doit pas toujours être éclipsé dans l'histoire par le grand homme, et qu'il y avait un général dans ce frère de Bonaparte. Un roi dans ce frère de Napoléon.